Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Alexandra Houle du réseau féministe du Québec. On a une entrevue quand même assez le fun avec vous autres dans le contexte de campagne électorale fédérale. Merci beaucoup à Alexandra d'être là. On s'est parlé quelques fois tu nous as approché dans un premier temps, puis là, on s'était dit, ouais, c'était super intéressant, mais parlons-en dans le cadre de la campagne électorale, parce que, bon, les droits des femmes, les intérêts des femmes, ça revient beaucoup, là, souvent dans un seul axe, j'ai envie de te dire, parce que là, entre autres, notamment, là, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ça n'a pas de bon sens, les conservateurs sont contre les femmes. Tu sais, ça revient toujours à chaque campagne électorale. On n'a pas trop parlé de l'avortement encore. Ça va sûrement en venir, là, malgré le fait que Poilievre a fait un engagement pro-choix. Là, tu me dis, dans le courriel, tu dis j'aimerais ça en parler parce que nous, au réseau féministe québécois, on a une perspective différente des autres. Puis j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Là. Oui, ben en fait, nous, cette campagne électorale-là est assez surréaliste, là, pour être bien honnête avec vous. Tu sais, je pense, que c'est la première fois qu'on a une campagne électorale qui va durer genre 1 mois. C'est Ouais. débile. Puis, tu sais, ce qui est particulier, tu sais, moi, je viens du milieu communautaire. Fait que, tu sais, j'ai travaillé la plus grande majorité de ma jeune carrière dans des organismes à but non lucratif, dans la défense de droits, mais aussi auprès des jeunes, puis, tu sais, dans toutes sortes de domaines. Puis, tu sais, ce qui est particulier, c'est cette campagne-là, on nous sort l'épouvantail des droits de l'avortement, que, tu sais, si c'est Poilievre qui gagne, écoute, on n'a plus le droit de vote, il va voler nos enfants, puis, tu sais, je veux dire, on va se transformer en servante écarlate, puis on pourra plus jamais se faire avorter, là. Écoute, tu sais, c'est hallucinant, tu sais. Vu qu'on est des femmes, nous, on suit souvent d'autres réseaux sociaux, ben en fait, d'autres comptes qui sont pas forcément dans la même ligne que vous. Écoute, les campagnes qu'on voit, ces réseaux sociaux sont hallucinantes, là. Tu sais, on est vraiment dans pas la désinformation, mais borderline, là. Tu sais, j'ai vu une campagne passer sur quoi qu'il y avait eu 50 projets de loi anti-avortement qui avaient été proposés par les conservateurs dans les dernières années. Puis, tu sais, quand tu regardes des projets de loi, t'es comme, OK, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, il y en a qui sortent le projet de loi C-311. Tu sais, c'est un projet de loi qui vise à criminaliser les agressions faites sur des femmes enceintes. Tu sais, c'est pas, c'est pas directement lié à l'avortement, tu sais. C'est que, en gros, juste pour préciser cette affaire-là, ce projet de loi-là, on en avait parlé à un moment donné, c'est que eux, ce qu'ils disaient, les conservateurs, ils disaient, ben, comme au Canada, le fœtus n'a pas de statut finalement légal, il n'y a pas de droit. Fait que si tu, mettons, stabs une femme enceinte, pour le dire très concrètement, tu as commis un voie de fait contre elle, une agression à main armée, mais il y a pas tu peux pas t'accuser de meurtre pour ça. Si tu. Puis eux autres, ils disaient, ben, ça n'a pas de sens. Puis effectivement, ça n'a pas de sens. Mais plusieurs médias ont présenté ça comme une espèce de cheval de Troie pour embarquer après ça sur la question de la. Bref, c'est un peu quasiment une théorie du complot, là, rendu là. Ouais, ben, tu sais, c'est que tu te rends compte que, tu sais, on cherche vraiment des cracks dans tous ces projets de loi-là. Tu sais, il y en a un aussi, là, qui est un projet de loi contre l'avortement des fœtus féminins. Parce que, tu sais, au Canada, tu peux te faire avorter si t'es enceinte d'une fille, tu sais, sans problème, là. Je veux dire, t'as le droit de le faire. Puis, tu sais, ce qui est fou dans toutes ces histoires-là, c'est qu'en fait, on n'a même pas de place pour en discuter librement, là, de cette pratique-là. Cette pratique-là existe au Canada réellement. On se doute que c'est dans certaines communautés, là, mais je veux dire... Puis oui, c'est certaines communautés culturelles qui vont les faire. Puis, tu sais, tu as le droit au Canada. Je veux dire, il n'y a pas un médecin qui va t'empêcher de le faire. Tu peux le faire. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux tomber enceinte, avoir 8 fois des bébés filles, puis te faire avorter 8 fois parce que ton conjoint, lui, ce qu'il veut, c'est des gars, là. Puis ça va être accepté. Okay. C'est des sujets qu'on n'aborde pas du tout, surtout dans la campagne qu'on a ici. J'ai vu des organismes signer comme une espèce de lettre ouverte là, qui a été lancée par un organisme sur le droit à l'avortement, nanana. Puis là, il y a 50 projets de loi. Puis on fait beaucoup peur aux femmes avec ça. Mais quand tu prends le temps de regarder les projets de loi, c'est pas si clair que ça, que c'est contre l'avortement.
il y a énormément de nuances, puis je trouve qu'il n'y en a pas du tout dans la campagne actuelle, là. C'est Écoute, hallucinant. ton sujet m'intéresse de ce côté-là, sérieusement. Et quand vous dites que ça existe, parce que je sais que tu es au niveau des organismes communautaires, fait que vous autres, vous êtes sur le terrain. Là. Mhm. Je vous compare à un fonctionnaire fédéral, là, je pense que vous êtes plus au courant de ce qui se passe dans la réalité quotidienne de bien des gens. C'est-tu des médecins qui vous ont contacté pour dire que c'est des pratiques qui existaient dans certains milieux? On voit ça dans quelle région du Canada? C'est-tu quelque chose qui arrive une fois par année? C'est quelque chose qui arrive 100 fois par année? Mais en fait, c'est difficile d'avoir les chiffres. Ce qu'on va voir, ça va être des témoignages. OK. Ça va être, oui, des spécialistes qui donnent ces soins-là ou qui ne veulent pas les donner aussi parce que les médecins ont le droit de ne pas les faire, ces Discrétionnaire, avortements. là. Oui, c'est ça. Fait que, c'est très difficile de les évaluer. Puis, en fait, vu qu'on ne peut même pas avoir la discussion sur ces pratiques-là ou même essayer de voir qu'est-ce qui se passe concrètement, je veux dire, tu peux pas avoir les chiffres exacts. Tu sais, Sophie Durocher, elle a écrit un chapitre complet là-dessus là, dans son livre Où sont les femmes, là. Fait que si jamais ça l'intéresse aux auditeurs d'aller lire ça, je pense qu'elle elle les a les chiffres, là. Puis, tu sais, c'est inquiétant parce qu'on peut pas en parler. Puis, tu sais, pour nous, c'est quand même un sujet qui est touché, là, parce qu'on veut pas brimer les droits des femmes, tu sais, de pouvoir se faire avorter. Mais en même temps, je veux dire, c'est une pratique qui est quand même assez questionnable parce que, tu sais, au Canada, l'avortement, c'est jusqu'à ce que tu pourrais décider de te faire avorter la veille de ton accouchement, puis ça serait correct, là, tu sais. Ça va être dur de trouver un médecin qui accepterait de le faire, mais en théorie, c'est possible. Oui, c'est possible, exactement. Dans ce qu'on discutait ensemble, ce que je comprenais de ton intervention ou de ce que vous défendiez, c'était l'idée qu'on dirait que le seul droit qui concerne davantage les femmes qu'on met de l'avant, justement, c'est la question de l'avortement. Mais les femmes, je veux dire, ne sont pas des individus qui vivent dans un monde imaginaire. Ce sont des êtres humains au même titre que les hommes qui ont les mêmes intérêts dans un certain sens. Donc, l'accès au logement, l'accès à la propriété, tout ça, c'est dans l'intérêt des femmes aussi. Donc, pourquoi on ne parle jamais de ça? Je fais référence un peu à l'intervention de Poilievre où il y a eu la fameuse phrase de Body Clock is ticking. Là. En fait, le point qui était mis de l'avant, c'est l'accès au logement. C'est l'accès à la propriété. C'est de dire, il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir des familles. Il y a beaucoup de couples qui voudraient avoir des enfants. Et ils pensent que dans un 2,5, ça n'a pas de bon sens. Mais malheureusement, c'est la seule chose qu'ils peuvent se payer en ce moment. Fait que, la crise du logement devient une crise de la natalité, devient un empêchement. Et tout ce qu'on a retenu de ça, c'est Poilievre veut toucher à mon utérus. Vous, c'est quoi votre position par rapport à ça? Écoute, moi, je les ai lus, là, les articles des chroniqueuses sur ce sujet-là. Puis, je me dis, écoute, on peut pas mettre ça de côté. C'est important pour les femmes d'être maman un jour dans leur vie puis d'avoir des familles. Puis écoute, l'horloge biologique, ça existe aussi. Là, quand tu commences ta famille à 35 ans, on s'entend-tu qu'au niveau de ta fertilité, là, tu vois le sablier, là, puis il coule vite dans ta barouette. Là, puis c'est plus tough aussi. Là. Ben oui, c'est plus tough de tomber enceinte. Je pense que tu as une chance sur 5 que ton enfant soit trisomique. Même au niveau de la fertilité, c'est beaucoup plus difficile de tomber enceinte. Mm-hmm. Puis, rendu à 35 ans, là, c'est une grossesse gériatrique. Quand tu vas voir ton médecin qui s'occupe de toi, là, quand tu tombes enceinte, c'est quand même, c'est des facteurs qui existent. Ça existe, puis ne pas en parler, surtout qu'on est sur le bord d'une crise économique, que tu as de la misère à te loger, que tout coûte super cher, que les salaires n'augmentent pas, que nos infrastructures ont toutes l'air de tomber. Oui, c'est important d'en parler parce que si tu veux planifier ton futur, il faut que tu prennes ça en considération. Puis c'est pas à 42 ans que tu vas commencer à fonder ta famille. C'est possible, mais c'est vraiment difficile, là. Puis ça c'est comme balayer de la main. Puis je veux dire, pourtant, il y a énormément de femmes pour qui c'est important, là. T'sais, on a commencé à faire nos familles beaucoup plus tard. Là. Maintenant, tu commences quasiment à 33, 34, 35 ans à commencer ta famille. Fait que tu peux pas balayer ça de la main et faire « Ah, Poilievre, contrôle mon corps! » Non, c'est ça. Ce qui m'épate un peu, c'est quand on regarde, on remonte des dizaines d'années en arrière, même 50 ans en arrière, tu regardes les premiers mouvements populaires, les premiers mouvements de gauche populaires, tu vas avoir évidemment le mouvement féministe qui apparaît assez rapidement dans l'histoire. On va se battre pour le droit de vote des femmes, le droit au travail, le droit à une vie qui reste le salaire équivalent aux hommes, travail égal, salaire égal.
la lutte féministe est probablement un des premiers mouvements organisés de gauche assez fort. Et est venu par après le mouvement gay, le mouvement lesbienne, ainsi de suite. Est apparu au fil du temps le mouvement trans un peu plus, début des années 2000, peut-être, probablement avant ça dans les cercles sociaux. Mais ça a toujours été tagué à gauche. Ça, c'était gauche, gauche, gauche. Puis la droite, officiellement, a toujours été contre. Mais ce qu'on observe dans les mouvements qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, woke ou plus de gauche, c'est que là, il commence à avoir un schisme entre des franges de ce mouvement-là. Et évidemment, les plus malmenés semblent être les femmes dans cette histoire-là. On a vu toutes les histoires autour des athlètes trans dans les sports féminins. On a vu des histoires au niveau des hommes dans les prisons de femmes, ainsi de suite. Donc, je pense que votre organisme a été beaucoup interpellé au cours des années pour défendre les femmes dans ces histoires-là. Et ça vient un peu briser le mythe que le Parti libéral du Canada, c'est le parti des femmes, puis le Parti conservateur du Canada, c'est le parti anti-femmes. Parce que à cause de ce schisme-là, on dirait que les équipes sont en train de changer tranquillement. Est-ce que je me trompe? Ou les plaques tectoniques bougent quand même beaucoup? Là. Oui, ben c'est ça. En fait, nous, ce qu'on a remarqué, là, on a fait une petite liste là, de la dernière décennie, puis qui a été sous le gouvernement de Justin Trudeau. Ce qu'on constate, c'est que sous couvert d'un vernis féministe intersectionnel, parce que c'est vraiment l'idéologie qu'on a mis de l'avant, là, l'intersectionnalité partout. Ce qu'on constate, c'est que toutes les lois puis les choses qu'on avait votées pour protéger les femmes et les enfants sont en train de s'égratigner au profit d'une espèce d'individualisme de gauche, si je pourrais le qualifier comme ça. Tu sais, qu'on parle du projet de loi C-16 qui a revu, qui a comme accepté que l'identité de genre, ça devienne un motif de discrimination dans la charte canadienne. La révision même là, de ce que c'est qu'une femme au Canada, là, on est rendu à un sentiment et une essence mystique féminine. Là. Fait que toutes les protections légales qu'on avait en fonction de notre sexe ont comme pris le bord en fonction du genre. Fait qu'on se ramasse avec des affaires comme les hommes dans les prisons pour femmes, tout ce qui se passe dans les sports féminins, mais on parle aussi dans les refuges pour femmes. T'sais, on a vu une augmentation des hommes qui disent être femmes, être intégrés dans des refuges pour femmes, qui agressent des femmes, puis les personnes qui se font tasser, c'est pas rare que c'est les femmes qui se plaignent. Tu sais, c'est supposé être un lieu où tu es en sécurité, puis maintenant, tu peux plus. Si tu vois que ton refuge est pro-LGBT, nanana, écoute, tout l'alphabet au complet, ils peuvent pas garantir ta sécurité parce qu'écoute, ils vont prendre n'importe qui se dit femme. Tu sais, on a vu des cas dans des vestiaires aussi, là, des mamans qui s'inquiétaient parce qu'ils voyaient comme un homme louche dans le vestiaire, ils se plaignaient à la personne qui est responsable de la piscine, ça s'est vu en Ontario une couple de fois, qu'il y avait un individu avec un comportement louche auprès des enfants. C'est les mamans qui se font sortir parce qu'ils sont transphobes. Puis là, finalement, il y a une enquête qui se fait, puis là, tu te rends compte que c'est un pédophile récidiviste. Tu sais, puis là, je nomme ça pas je ne vise pas les personnes trans. Ce que je vise, c'est que on il y a des professeurs qui utilisent l'étiquette, là. Oui, c'est ça. Puis écoute, on a tellement élargi les définitions, ça ne veut plus nous dire grand-chose. C'est une personne trans, maintenant, c'est plus une personne qui souffre de dysphorie de genre, parce qu'il y en a qui souffrent de dysphorie de genre, puis ils veulent juste qu'on leur sac la paix. Être trans, c'est n'importe qui dit qu'il est. Comme être une femme, c'est n'importe qui dit qu'il est. Puis être homosexuel, c'est plus être homosexuel, attiré du même sexe, c'est du même genre ou de... Ce que j'avais lu, c'était assez hallucinant. Là. C'était un guide du Bureau de lutte contre la transphobie puis l'homophobie du Québec. Là. C'était toute personne qui s'identifie du genre masculin, mais pas que, avec un sentiment masculin. Puis là, t'es comme, OK, tu sais, c'est plus une attirance sexuelle. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, des lesbiennes qui veulent juste fréquenter des femmes biologiques, peuvent être considérées comme transphobes parce qu'elles n'acceptent pas de dater des femmes avec des pénis. Tu sais, je sais, mais c'est ridicule. Non, je sais, on est. Mais c'est ça. Aussitôt que tu ouvres la porte à quelque chose qui peut. Tu te dis, mais franchement, les gens, ils vont se servir de leur tête. Tu ouvres la porte à ce qu'il y ait des abus, c'est clair, ça me paraît évident. Comme à un moment donné, il y a quelques semaines, on parlait de le fameux congé qu'ils ont accordé au gouvernement fédéral, disant si tu t'identifies comme autochtone, tu as le droit d'avoir 5 jours de congé pour la chasse. Genre, tu as le droit à ça. Puis
comme par hasard, il y a quelques semaines, au gouvernement fédéral, je suis tombé sur un truc sur leur site web. Ils font des formations à leurs fonctionnaires pour débusquer les fraudes à l'identité autochtone. Ben oui, comme si personne n'aurait pu prévoir que des gens, pour avoir 5 jours de congé, se feraient passer pour des Autochtones alors qu'ils ne le sont pas. Donc, clairement, des gens, et c'était un peu l'histoire de ce monsieur-là que Radio-Canada s'entête à présenter comme une femme. Donc, monsieur Balouz, qui s'appellerait, tu sais, regardez-le, là. Lui, pour ne pas être dans une prison pour hommes, parce qu'il savait très bien qu'en ayant passé sa famille, il allait probablement avoir un très mauvais quart d'heure, il s'est dit, il dit maintenant, moi, je suis une femme. Donc, en 2022, quand il a commis son crime, il était un homme, mais là, maintenant, il est une femme. Et là, apparemment, il faut respecter ça parce que c'est... mais toi, ton organisme, en gros, ce que vous dites, c'est que ça va contre le droit des femmes, finalement. Premièrement, je veux dire, c'est pas parce que tu es incarcéré que tu n'as plus de droit. Là. Ton droit, c'est d'être... Si tu es mis dans une prison pour femmes, tu t'attends d'être avec des femmes, pas avec des gars qui disent qu'ils sont des filles. Là. Ben, c'est ça. Puis en fait, c'est que le profil des criminels hommes et des criminels femmes est très différent. Là. Ce qui amène les femmes à faire de la prison, c'est pas le même portrait que les hommes. T'sais, nous, là, on prend les données de Service correctionnel Canada. Je veux dire, le pourcentage de crimes violents faits par les hommes puis faits par les femmes trans, qui sont des hommes biologiques qui s'identifient femmes. Je le dis là pour être sûr que tout le monde comprend, est comme ultra élevé là. Ce que tu ne retrouves pas forcément dans les prisons pour femmes parce que les crimes qui sont commis sont différents. Là, tu as des individus comme Balouz qui, pendant son procès qui ne terminait plus, s'appelle maintenant Levana. Il a été détenu à la prison Leclerc à Laval. C'est une prison qui est provinciale jusqu'à son procès. Et tu sais, ce qui était particulier dans ce cas-là, c'est que, tu sais, la prison Leclerc, tu sais, ils ont commencé à intégrer des hommes biologiques dans leur prison. Ça ne fonctionne pas avec la population carcérale. Fait qu'ils ont comme ils ont vidé une aile juste pour en mettre 3-4 ensemble. Tu sais, c'est une aile qui est faite pour 30 femmes. Fait que tu vois, il y a comme une différence de traitement parce qu'on faut inclure, mais tu sais, pour être une femme au Canada, puis maintenant au Québec aussi, parce qu'on a on est pogné avec la même affaire, t'as juste à le dire, puis tu l'es, tu sais, ça crée comme une espèce de conflit de droit, puis en fait d'absence de considération pour les femmes qui sont déjà incarcérées. Puis on avait vu les chiffres, les premières nouvelles qui sortent de ça, on a été un des premiers médias à en parler, nous, de notre côté, avant même que ça sorte, ces articles-là, dans la presse, parce qu'on voyait des chiffres de la Californie. Où est-ce que vraiment la Californie a été un peu les innovateurs, si on peut parler réellement d'innovation aussi, de ce côté-là. Et les chiffres qui avaient spiké énormément, c'était le nombre d'accouchements en prison, qui était extrêmement élevé. Puis on ne parlait pas d'accouchement dans les premiers mois d'incarcération, parce que ça peut arriver que quelqu'un commet un crime et malheureusement enceinte en même temps, ne savait pas ou le savait, ce qui est un peu bizarre, mais finit par accoucher en prison. Ça, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Mais on parle de femmes qui sont emprisonnées depuis 4 ans, depuis 5 ans, puis soudainement sont enceintes, puis ont un bébé en dedans. Je veux dire, premièrement, c'est une catastrophe pour cet enfant-là. Mais d'où c'est qui vient, ce bébé-là, à un moment donné? Puis là, tu fouilles un peu, puis tu te rends compte qu'il y a des femmes en prison qui ont un équipement reproductif masculin. Puis quand tu regardes la proportion de trans dans la population générale versus la population trans dans les prisons, c'était une proportion de 10:1. Fait que tu avais 10 fois plus de trans en prison que dans la population générale. Fait que là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là, il se passe de quoi? Il y a quelqu'un quelque part qui crosse le système, là. Ben, c'est ça. Fait que, on se ramasse avec toutes ces situations-là qui sont totalement absurdes. Tu sais, là, à Balouz, j'ai été extrêmement médiatisée, puis je suis pas mal... À mon avis, je suis pas mal certaine que c'est parce qu'il a été médiatisé qu'ils ont refusé son transfert dans une prison fédérale pour femmes. Mais écoute, nous, de notre côté, on s'est fait une liste là, de tous ceux qui sont actuellement dans des prisons fédérales pour femmes. Puis écoute, là, ils ont des méchants profils. Là. On parle de nécrophiles, de meurtriers, de pédophiles. Écoute, c'est comme tous des personnages de films d'horreur, là, je veux dire, on les a tous jetés dans une prison pour femmes en ne pensant pas que le meurtrier, pédophile, nécrophile, machin, c'est peut-être pas une bonne idée qu'il aille faire 15 ans dans une prison pour femmes parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont des peines qui sont très longues. Ils sont pas là pour 2-3 mois, ils sont là pour 1 décennie ou 2, là. Fait que, ils ont le temps d'en faire des dommages et ils en font. Le seul média qui les rapporte, c'est Redox. Parce qu'au Canada, puis surtout au Québec, c'est très rare là, qu'on va les couvrir, ces cas-là. Là. On ne voudrait pas faire de peine. Fait qu'on évite d'en parler. Ou si on en parle, bien là, on va genrer ces criminels-là au féminin.
Fait que là, quand tu lis l'article de journal, ben là, tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de femmes meurtrières super dangereuses, mais en fait, c'est des personnes qui ont commis leurs crimes en étant des hommes. Tu sais, même au niveau de la lecture, je parle des citoyens moyens. Là, quand tu lis là, l'article de journal, tu vois la photo du gars, mais il est tout genré au L. Tu sais, c'est sûr que tu fais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est pas normal, là. Ça, c'est-tu quelque chose qui était possible avant 2015 sous le règne des conservateurs ou c'est vraiment plus récent? On parle de 3-4 ans au Canada. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé réellement. Je voyais quand même qu'en Californie, ça datait de plusieurs années quand même. Là. Ben, je pense que, tu sais, nous, ça serait probablement aux alentours de 2016 que ça a été autorisé. OK. Oui, c'est vraiment... ben, en fait, quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, ça a fait partie des choses qu'il avait promis là, à ses électeurs. Ben, en fait, dans des groupes de militants LGBT, c'est que c'est ce qu'il allait faire pour permettre aux gens de vivre, aux détenus de vivre en harmonie avec leur identité de genre ressentie. Mais écoute, il y a un organisme qui a fait la demande pour voir l'analyse qui avait été faite pour le projet de loi C16, parce que normalement, pour des projets qui touchent surtout comme les droits des femmes, on demande une analyse différenciée selon les sexes. Les filles ont fait la demande, elles l'ont reçue, je pense, en février. Écoute, le document est caviardé, tout est noir. Tu peux même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce document-là parce que tout est noir. Fait qu'écoute, tu peux pas rien analyser parce qu'écoute, l'information, ils te l'ont donné le document, mais il est caviardé au complet. Puis comment ça se passe avec les organismes féministes? Parce que vous n'êtes pas le seul, évidemment, organisme féministe qui existe. Il y en a plusieurs. Il y en a même, je pense que c'était la Fédération des femmes qui avait un homme à sa tête un peu, qui était devenu femme. En tout cas, comment ça se passe, les interactions entre chacun de ces organismes-là? Est-ce que vous allez à peu près toutes dans la même direction ou il y a vraiment plusieurs tracks qui est pris par plusieurs organismes? Ben, je dois t'avouer, je pense qu'on doit comme être le village de Gaulois là, dans le monde du féminisme. Ouais. C'est pas, je vais être très honnête avec toi. C'est vraiment ça. Tu sais, ce qui est important de mentionner, c'est que quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, ils ont comme revisité le ministère de la Condition féminine, qui est devenu le ministère Femmes, Égalité des genres. Okay. Fait que là, c'est comme devenu un ministère, tout ce qui fait la victime, là, je le garise un peu comme ça, mais tu sais, c'est les femmes et toutes les autres minorités ensemble. Il a mis l'espèce de philosophie intersectionnelle pour analyser les dossiers et les droits, puis la Fédération des femmes du Québec, eux, ils ont embarqué dans le train intersectionnel. Fait que tu sais, c'est ce qui s'est passé, puis veut pas, si tu veux être financé au Québec, puis je pense au Canada, mais surtout au Québec, je peux plus parler pour le Québec, tu sais, si tu veux que ton OBNL survive, là, tu as besoin de subventions. La grande majorité des OBNL au Québec sont subventionnés à très haut pourcentage. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font de l'autofinancement pour survivre. Fait que si tu vas avoir des subventions, ben tu n'as pas le choix d'embarquer dans le train idéologique de Justin Trudeau parce qu'écoute, tu ne seras pas financé, là. Moi, j'ai vu des organismes féministes qui ne voulaient pas embarquer là-dedans. Ben écoute, ton beau projet là, que tu as besoin pour ton centre d'hébergement pour sortir les filles de la prostitution, ben si tu n'es pas intersectionnel, tu ne l'auras pas, là, le 500 000. C'est vraiment ça, là. C'est ce qui se passe. Parce que ton point est bon, parce que ce n'est pas tous les organismes qui sont des organismes militants non plus. Il y a des organismes au BNL que leur objectif, c'est réellement... Ils ont les deux mains dans la poutine. Leur job, c'est d'aider les femmes pour vrai. Hey, sortir des filles de la prostitution, Christy, c'est une mission de vie incroyable. Là. Je veux dire, ces bons affaires-là, ils n'ont pas d'affaires à faire de la politique, eux autres. Là. Ils n'ont pas le goût de faire de la politique non plus, je pense. Mais on les oblige à faire de la politique pour avoir leur financement, pour aider ces femmes-là. Oui, bien c'est ça. Ben, regarde, pour te donner un exemple super concret, là, le Vancouver Rape Relief en Colombie-Britannique. OK, les filles, eux, ils ont décidé qu'ils prenaient seulement des femmes dans leur centre d'hébergement. T'sais, ils ne prenaient pas de femmes trans, vraiment juste centrés sur les femmes biologiques. Il y avait même un ordre de la Cour qui leur permettait de faire ça malgré le virage intersectionnel pris par le Canada. Écoute, la ville de Vancouver les ont définancés. Parce que eux autres, leur job, c'était, je veux dire, rape relief, là, si je comprends bien, c'est qu'une femme se faisait violer, c'est une forme de refuge pour essayer d'aller se protéger, puis aller chercher des ressources pour savoir si elle allait dénoncer la police, si elle allait probablement être accompagnée à l'hôpital pour des tests ou des choses comme ça. Je veux dire, ça me semble un organisme important là, dans l'histoire. Et c'est ça, tu sais, écoute, puis c'est le plus vieux au Canada aussi, là. Fait que, tu sais, eux, ils ont une expertise qui est assez exceptionnelle, puis c'est un centre d'hébergement aussi. Tu sais, ils offrent une panoplie de services. Il y a des centaines de milliers de femmes par année.
Là, tu décides de couper les fonds à cet organisme-là parce qu'il n'y a pas la bonne idéologie. Tu sais, c'est super inquiétant. Oh. Puis je veux dire, on le voit au Québec, c'est la même chose. Là. Écoute, depuis 10 ans, là, tu sais, là, on parle beaucoup d'identité de genre, mais je pourrais te parler de la prostitution. Là. Les positions de la prostitution des organismes féministes ont changé avec le temps. Explique. Avant, sous le gouvernement Harper, une bonne chose que les conservateurs ont faite, c'est d'adopter la LPCVE, c'est la loi de la protection des victimes d'exploitation sexuelle. Mm-hmm. OK, ben contre l'exploitation humaine, en tout cas. Le trafic d'humains, grosso modo. Là. Oui, c'est ça. Fait que cette loi-là fait en sorte que si tu es prostituée, toi, tu ne seras pas judiciarisé pour ce que tu fais. Okay. Cependant, les proxénètes et les clients vont l'être. Okay. Les Nations unies ont établi que cette loi-là, qui s'appelle aussi le modèle nordique, qui est appliqué dans d'autres pays, c'est ce qui protège le mieux les femmes et les enfants de l'exploitation sexuelle. Okay. Cette loi-là, en novembre 2024, est présentement devant la Cour suprême parce que les proxénètes la contestent. Ça serait inconstitutionnel. Puis j'ai vu... Attends un peu, hein? Les proxénètes la contestent. Attends un peu. Écoute, avec l'appui d'organismes féministes. Ben voyons. Je te dis, c'est hallucinant. T'sais, nous, on l'a vu, là, la dégradation en une décennie. Écoute, tu pars des Calax, toutes sortes de centres qui étaient vraiment pro-abolition de la prostitution. Puis là, finalement, pour inclure les gens, il ne faut pas oublier d'inclure comme il y a des femmes qui aiment se prostituer. Il y en a d'autres, des personnes trans non-binaires aussi qui aiment ça. Fait que, il faut aussi les inclure. Fait que pour les inclure, on exclut. On est un peu dans cette philosophie-là. La Fédération des femmes du Québec, je pense qu'en 2018 ou 2017, je suis plus, en tout cas 2017 ou 2018, ils ont viré de bord, là, eux autres, sur leur position. Avant, ils étaient abolitionnistes. Puis ils ont décidé que maintenant, être prostituée, c'est un travail comme un autre. Ah, c'est aussi, avec l'espèce de... Avec l'espèce de discours, là, dans le fond, se prostituer, c'est de l'empowerment contre le patriarcat puis tout ça. Ouais, OK. Oui, on est vraiment là-dedans. Là, puis juste en septembre 2024, il y a une table de concertation de groupes de femmes qui représentent genre une cinquantaine d'organismes féministes. Ils ont reviré de bord. Ils ont décidé de passer d'être pro-abolitionnistes à... Pour inclure les personnes LGBT, il faudrait probablement être pro-travail du sexe. Fait que, tu vois, on est vraiment... Puis parce que toutes ces positions-là, ça vient avec des subventions, là. Je veux dire, c'est tout relié, là. Écoute, moi, en économie, mon dada, c'est l'économie. Puis j'ai toujours pensé que 90% du temps, quand tu vois des gens intelligents faire des choses stupides, c'est parce qu'il y a de l'argent en arrière. Ouais. C'est généralement le cas. Et là, le monde communautaire, malheureusement, est extrêmement dépendant des subventions, ce qui fait en sorte que les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux. S'ils veulent leur faire danser la polka pour avoir une subvention, ils vont être capables de le faire. Là. Fait que, tu sais, de voir ça... Là, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais je me doute, puis je pense que je connais la réponse. Ton organisme ne me semble pas être financé par le gouvernement. Je me trompe-tu? Non. OK. Écoute, je m'en doutais un peu. Oui, c'est ça. Écoute, si on était subventionné à la mission là, par le programme de soutien aux organismes communautaires du Québec ou le SACEI ou même par des programmes fédéraux, là, je serais même pas à votre micro aujourd'hui. Là, Parce qu'écoute, si je prendrais parole, j'aurais probablement après ça des gens de la fédération de je sais pas quel organisme féministe qui viendraient me chicaner ou j'aurais des courriels de personnes placées dans certains lieux importants gouvernementaux qui me diraient oui, mais là, t'as pas inclus toutes les lettres de l'alphabet dans ton speech, puis ça peut être haineux et pas fin. C'est ça le climat actuel. Parce que moi, j'ai des gens qui travaillent dans des organismes communautaires qui vont m'écrire aussi, qui sont membres de mon organisme en secret, parce que je veux dire, il y a des conflits idéologiques dans les organisations. Puis elles savent très bien que si elles prennent la parole pour dénoncer ça, elles peuvent perdre leur job, leur ordre professionnel pour leur rentrer dedans. Les autres organisations sœurs peuvent aussi te rentrer dedans. Fait que tu sais, t'es comme dans une espèce de prison idéologique qu'on peut pas sortir. Puis pendant ce temps-là, ben les droits des femmes s'effritent, là. Tu sais, on le voit sur tous les aspects, là. C'est un peu ça, parce que, tu sais, dans le fond, on parlait de l'élection au départ. Là. Tout ce dont tu parles depuis le début, là, tout ce dont on a parlé, il n'y a rien de ça qui est à l'agenda. Là.
On parle de Non. rien de ça. Tu sais, les femmes qui sont dans des situations d'être obligées de se prostituer pour survivre, des femmes qui sont dans des refuges. Moi, j'ai même quelqu'un que je connaissais qui a travaillé dans un refuge pour femmes battues, qui me disait à un moment donné, il y a un gars qui arrive, il prétend être une fille. C'est parce que c'est un centre de femmes qui ont vécu de la violence par des hommes. Un traumatisme. Je pense qu'ils veulent pas être avec des... pas mal légitimes. Je pense, ouais, mais il dit que c'est une fille. C'est toutes ces affaires-là qui sont des droits, et je dirais même c'est de la sécurité des femmes. On parle pas de ça. On parle que Non. de la question de l'avortement qui, je veux dire, est une question, mais à un moment donné, on dirait que c'est l'unique question qui détermine tout. C'est comme si, en fait, on réduit les femmes à leur seul but dans la vie ou leur seule inquiétude ou leur seule priorité, c'est de savoir quoi faire quand ils vont être enceintes. Mais ça, là, je veux dire, c'est une fraction infime. Tu sais, après, tu as la sécurité, comme on dit, quand tu es dans une situation d'itinérance, vulnérabilité, drogue, prostitution, tout. Mais tout ça, on parle de rien de ça. Là. Personne ne parle de ça. Non. Jamais. On n'en parle pas du tout, là. Puis même au niveau de la sécurité publique, là, je veux dire, tu sais, c'est quand même le gouvernement libéral qui a fait adopter, je pense, c'est C-75 puis C-5. Fait que tu sais, ce qu'on parle, là, quand on parle des peines Netflix, des peines à la maison. Ce matin, un bel article dans le Journal de Montréal, 700 agresseurs sexuels au Québec qui font des peines Netflix. Fait que des peines à la maison. Tu sais, on a eu, pendant la décennie Trudeau, 700, je pense qu'on a eu 2 mouvements #MeToo au Québec. On a dénoncé tous les potentiels agresseurs de la planète sur la place publique. Il y a eu je ne sais pas combien de campagnes. Le ministre Simon-Jolin Barrette a mis un paquet de projets de loi pour protéger les femmes. Il a créé un tribunal spécialisé. Écoute, ils ont mis le paquet. Mais, écoute, si ton agresseur est reconnu coupable, il peut faire une peine chez eux. Puis il peut vivre dans ta rue. Tu sais, il peut être à 2 maisons de chez vous, là, puis faire sa peine à la maison. Puis on ne lui a pas retiré Internet à rien. S'il veut amplifier sa dépendance. Puis là, il faut que tu fasses confiance à Service correctionnel Canada, là, qu'ils vont faire leur job d'aller patrouiller. Puis, tu sais, je veux dire, c'est totalement surréel. Tu sais, nous, on a couvert aussi le cas de Jérémy Jennifer Perron, qui est un agresseur sexuel récidiviste, qui est passé de Jérémy à Jennifer après avoir fait de la prison. Sa victime n'était même pas au courant qu'il était dans la même ville qu'elle, puis qu'il avait changé d'identité de genre. Puis là, ce qu'on a su, c'est que c'est au criminel lui-même là, d'aller faire ses états de changement de nom. Fait qu'on se fie à sa bonne foi, puis c'est la même chose pour les changements d'adresse. On va se fier à la bonne foi du criminel qui a lui-même dire qu'il a changé d'adresse. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a rapporté qu'il y avait eu un cas d'un autre qui fait une peine à la maison, puis il a déménagé dans un appartement dans le même bloc que sa victime. Puis personne n'était au courant parce qu'on lui faisait confiance qu'il allait le dire qu'il avait déménagé. C'est drôle pareil qu'on n'a pas beaucoup de cas de femmes qui ont commis des crimes puis qui soudainement décident d'être des hommes. C'est étrange. Ah, je sais pas pourquoi. Non, mais pour vrai, parce que si c'était une réalité, je veux dire, tangible et documentée, je pense qu'on verrait quelque chose d'assez symétrique entre les deux genres. Là. Mais ça semble toujours aller dans un sens. Là. Ben, c'est parce qu'il y a un incitatif à. Je veux dire, présentement, Luca Rocco Magnotta n'est plus en prison à sécurité maximale pour hommes de Port-Cartier. Il est rendu à une prison pour femmes à sécurité moyenne, puis il s'appelle Violette. Oui, pour recevoir des soins adaptés à sa condition. C'est assez particulier parce que, pour revenir aux agresseurs sexuels qui font des peines à la maison, écoute, est-ce qu'ils ont vraiment une réhabilitation qui se fait? Là? Y a-t-il vraiment un intervenant? Y a-t-il vraiment quelque chose qui se passe au niveau de leur réhabilitation? T'sais, on a vu aussi des cas semblables avec des proxénètes super violents qui font des peines à la maison. Écoute, le gars, il a été un agresseur, il a été un proxénète. Un manipulateur, je veux dire. Oui. Je veux dire, le processus, c'est pas toutes les filles qui commencent la prostitution pour payer leurs études, OK? On comprend comment ça marche. Le processus, c'est un long processus de manipulation pour amener la fille dans la rue. Puis ces proxénètes-là, c'est des spécialistes de la manipulation. C'est extrêmement sournois, le processus qui est utilisé pour amener les filles à la rue. Il y a une utilisation de drogue là-dedans, il y a une progression dans l'acte. C'est affreux. La manipulation mentale qui est faite sur ces filles-là est complètement affreuse.
Et on s'imagine après ça que ce criminel-là a une possibilité de réhabilitation et c'est pas le pire manipulateur de la planète. Je veux dire, sa job, son core business, là, la raison pourquoi il y a de l'argent dans ses poches, c'est la manipulation. Oui. Je pense que s'il arrive dans le système de justice puis il voit une faille, ça se peut qu'il essaie de la manipuler elle aussi. Là. C'est Mon petit ça feeling. c'est ça qui est quand même assez particulier. Puis je veux dire, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler. Là. Je pense que les deux seuls partis qui sont revenus là-dessus, c'est le Bloc québécois puis le Parti conservateur là, qui veulent rendre ces peines-là plus sévères. J'espère qu'ils vont. J'espère que ça va changer parce que du côté des libéraux dans la campagne électorale actuelle, on n'en parle pas du tout de ces enjeux-là. Tu veux dire, on focus juste sur Donald Trump. C'est ça. Mais comment t'expliques que puis ça, c'est un phénomène qu'on observe plus largement dans plusieurs pays d'Occident. Fait que c'est dur de voir une cause spécifiquement canadienne, là, mais c'est l'écart qu'on voit entre les hommes et les femmes. Regarde, j'ai pris un sondage de manière aléatoire sur Canada 338, mais ils ont tous à peu près les mêmes résultats. Là. Ce qu'on peut voir, là, c'est qu'au Canada, il y a un clivage. Le plus gros clivage que tu as en ce moment au Canada, c'est un clivage de sexe. Là. Les hommes versus les femmes. Et tu sais, quand on y pense, depuis le début, ce que tu nous dis, c'est depuis que les libéraux sont au pouvoir, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est toutes des affaires qui sont pas super bonnes pour les droits des femmes. Mais moi, ce que je vois à l'écran en ce moment, ce que les gens peuvent voir, c'est que majoritairement, les femmes, ils votent libéral, puis les hommes, ils votent conservateur. Puis ça, c'est vraiment une tendance. Cet écart-là, là, qu'on appelle en anglais le gender gap, là, c'est quelque chose que tu as observé dans les élections en Allemagne. On l'a vu un petit peu aux États-Unis aussi. On le voit en France. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout, l'écart grandissant. Bon, tu as différentes. J'ai hâte d'entendre ce que toi, tu penses de ça, parce que le discours qui est de plus en plus dominant, c'est c'est parce que les hommes ont été radicalisés au masculinisme toxique, puis là, ils sont de plus en plus de droite. Puis tu as des gens qui disent non, ça n'a pas rapport, c'est autre chose. Toi, comment tu vois ça là, actuellement, peut-être dans le cas canadien, mais plus largement si tu as une opinion par rapport à ça? Là. Je trouve ça super intéressant parce que c'est sûr que nous-mêmes, dans nos réflexions, dans notre façon d'approcher les hommes dans notre organisme par rapport à certains enjeux, je vais être très honnête, pour les positions que j'ai, moi, les menaces puis les courriels méchants, etc., ceux que je reçois viennent principalement de la communauté LGBTQ puis des femmes. Okay. Puis même dans mon membership, là, je me rends compte, j'ai un tiers de mes membres que c'est des hommes, puis sur les réseaux sociaux, la moitié de mes followers, c'est des hommes. Okay. Puis on se posait vraiment la question, comment ça se fait qu'il y a un gap vraiment qui est comme, qui est en train de se creuser puis qui est quand même inquiétant. Puis l'impression que j'ai, c'est que ça fait quand même une décennie qu'on est pro-féministe intersectionnel, qu'on croit que le gouvernement va arranger tous les problèmes sociaux, puis dans tous les milieux qui sont dans les relations d'aide, c'est majoritairement des femmes aussi qui travaillent dans la communauté permanente. Fait que c'est sûr que toi, tu côtoies la misère à tous les jours, puis ton organisme est financé par le gouvernement, ou même tu travailles dans un hôpital, tu travailles pour la DPJ, puis etc. Fait que pour toi, la solution, c'est ça, c'est investir davantage, puis... Plus de gouvernement, plus de subventions. Oui, plus de subventions, puis c'est ce qui va régler les problèmes. Puis je pense qu'il y a aussi un gros problème de communication entre les hommes et les femmes actuellement. Moi, je l'ai remarqué, là, un peu le gap. J'ai surtout travaillé avec des adolescents, j'ai travaillé dans des maisons des jeunes. Puis je veux dire, le gap entre les deux... tu vois, qui se creuse. Puis je pense pas que c'est forcément parce que tous les hommes sont adeptes de Andrew Tate, là, tu sais. C'est pas forcément ça. Je pense qu'il y a de quoi, comme dans les discours que les jeunes écoutent, tu sais, dans ce qu'on écoute comme contenu. Écoute, si ce que tu écoutes, c'est des podcasts entièrement féminins qui font juste bâcher les hommes, puis avoir des discours, tu sais, que là, c'est juste le méchant homme patriarcal blanc cisgenre dans la cinquantaine, tu finis par y croire, là. Moi, j'ai vu des adolescentes qui vivaient des traumas en se basant sur ce qu'ils consommaient sur les réseaux sociaux. Là. Puis tu voyais que c'était pas des traumas qu'eux avaient vraiment vécu. Là. Je sais pas si vous avez suivi ça, là, les femmes qui choisissaient un homme ou un ours. Là, Ouais. Il y a cette peur-là aussi qui est beaucoup alimentée, je trouve, sur
Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je trouve qu'on alimente énormément ça, puis on favorise pas vraiment le dialogue non plus entre les deux sexes. Je pense que c'est important de le faire, là. Je te suggère peut-être une réflexion, la contribution que je mets à mon grain de sel à votre affaire. Pourquoi il y a des hommes qui sont membres de votre organisme? Quand je regarde les hommes de mon âge, moi, début quarantaine, j'ai des gars de 16 et 14. On a eu les enfants peut-être un petit peu jeunes de notre côté. Fait que les gens que je côtoie ont beaucoup entre 40 et 50 ans. Là. On a des adolescents de notre côté. Fait que c'est sûr que les papas comme moi, qui ont 2 garçons, pour vrai, ces enjeux-là, j'ai l'air un peu surpris de tout ce que tu me parles parce que ça me touche pas beaucoup. J'élève des gars, c'est relativement simple. En plus, ils veulent garder le pénis, fait que ça va bien. C'est vraiment des hommes. Là, mais je vois que les papas que je côtoie qui, eux, ont des filles, les enjeux, ils viennent agressifs vite sur ces affaires-là. Parce que, puis je suis dans le milieu beaucoup sportif, puis l'enjeu sportif est vraiment fort chez eux. Il dit, quand les filles compétitionnent à 7-8 ans au travers des gars, même dans le monde du baseball, on voit ça en masse, puis c'est normal. Il n'y a quasiment pas de différence entre l'homme et la femme de 7 ans, de 8 ans dans le sport. Évidemment, avec les hormones plus tard, puis l'adolescence, la puberté, ben, tout change éventuellement. Mais moi, j'ai des papas qui me contaient des affaires. Ils disent, on a eu une belle saison volleyball toute l'année. Notre équipe de filles, entièrement constituée de filles, il y a eu une grosse saison. Les filles ont travaillé fort. Ils arrivent au championnat à la fin. On pogne un club de la région de Montréal. La meilleure joueuse, l'autre bord, a 25 pouces d'impulsion puis une pomme d'Adam. Fait que, tu sais, il dit, tu perds la game. Le gars a fait la moitié des points de l'équipe. Il attaquait comme un innocent. Il y a des filles qui ont mangé des ballons d'en face. Puis il dit, quand tu arrives et tu écris une plainte au RSEQ après, ben, tu as une fin de non-recevoir puis tu te fais traiter de transphobe. T'sais. Mais il dit, c'est quoi qu'on fait? T'sais, comme, on a fêté les filles, mais on a dit, les filles, vous avez gagné le tournoi. Là. C'est pas normal ce qui s'est passé là. Puis tout ça. Cet enjeu-là, des papas de mon âge qui ont des filles qui font du sport est tellement fort de leur côté. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains probablement qui sont membres de votre organisme à cause de ça. Là. Ils sentent ce qui te fait réagir beaucoup au niveau politique, c'est quand tu sens une injustice. Puis l'injustice au niveau des femmes dans le sport féminin, moi, c'est l'affaire qui me scandalise le plus, pour vrai. Peut-être parce que je suis un gars de sport puis que j'ai vu ça, mais moi, si un de mes 2 gars arriverait puis il disait « Écoute, papa, j'aimerais ça jouer avec les filles », c'est genre « Hey, tabarnak, de quoi tu parles? » Le reste avec les hommes, puis that's it, là, je dis, t'es plus fort, t'es plus grand, tu sautes plus haut, tu lances plus fort. Ça fait pas de sens. Ben, tu as eu la fameuse histoire de le boxeuse, là, on le savait plus, là, mais tout ce qui est arrivé cet été, là, que là, finalement, on disait, c'est une fille, mais elle aurait des testicules. Bon, ça, Mané, on est rendu, on comprend même plus, en fait, ce qui se passe, là. Oui, ben avec, tu parles de Iman Khelif, on a eu Katia Bissonnette aussi là, au Québec. Puis, ce que je trouve vraiment particulier, c'est que on a tellement été, je parle pour les femmes aussi, mais j'en suis une, là. On a tellement été élevés qu'il faut accepter tout le monde. Si t'es différent, t'es quand même mon ami, à inclure, puis à se mettre de côté pour justement inclure tout le monde, pour pas leur faire de peine. Puis, tu sais, quand tu es élevé dans cette mentalité-là, que peu importe, il faut que tu inclues. Puis là, tu arrives dans des compétitions sportives, OK, ou que, on se le cachera pas, le sport féminin, c'est pas le plus financé, puis c'est pas là qu'il y a le plus de débouchés. Exact. Et là, quand tu arrives, que tu as une vraie injustice, là, que tu viens de manger une volée par un gars de 6 pieds 2, puis ça donnait que tu étais dans la même catégorie que lui, puis que là, il s'identifie femme depuis 2 mois. Écoute, c'est plus difficile de dénoncer parce que tu as tellement été habitué de voir ces gens-là comme des victimes qu'il faut que tu intègres puis que tu sois fine avec, que ça crée comme un j'ai pas le mot en français, mais ça crée comme une espèce de mindfuck un peu, là, qui est comme, OK, je veux dire, lui, cette personne-là, c'est une victime, mais là, je vois... cette personne-là me brime, moi, dans mon sport, que ce soit un sport d'équipe, je veux dire, tu t'es entraîné toute la saison pour tel tournoi, puis là, tu te fais clencher parce que là, t'as des femmes trans dans l'équipe. C'est quelque chose, puis pour les papas qui veulent dénoncer ça, c'est encore plus difficile parce que là, t'es un homme qui va te dire à une ligue de filles quoi faire. Mais en même temps, il y a vraiment une injustice qui est là, puis c'est important de la dénoncer, puis il faut que les filles apprennent à le dénoncer, que c'est pas correct,
Tu sais, que ta médaille d'or, là, tu aurais dû l'avoir, là, parce que la Ligue n'aurait jamais dû laisser faire ça. Il aurait dû avoir des règlements clairs, là. Puis il y a des bons exemples. Je me rappelle des Aigles de Trois-Rivières à un moment donné. Il y avait eu un article, puis la première fille à lancer dans la Ligue baseball junior élite du Québec, bon, c'était quelqu'un qui était devenu fille. C'était un homme. Mais je veux dire, il compétitionnait contre des hommes. Tu sais, je veux dire, à la limite, ça, cet article-là que j'avais lu à l'époque, c'était pas outrancier. Là. Tu dis, OK, c'est pas exactement une fille qui a essayé de percer puis une fille qui s'est rendue dans un calibre élite d'homme. C'est pas exactement ça. Mais c'est un gars qui est devenu fille, mais qui est resté dans son calibre. Ben ça, je vois pas de problème avec ça. Mais si le gars avait été joué dans la ligue élite féminine, ben là, tu dis, attends un peu, là. Ben regarde, un autre exemple, là, c'est dans une ligue de ringuettes au Québec. C'est une jeune fille qui est devenue un homme trans. OK. Puis sa mère a milité fort pour qu'il reste dans la ligue de ringuettes parce qu'il n'y a pas de ligue de ringuettes pour les hommes. Puis écoute, elle a menacé la ligue des poursuivre, etc. Fait que l'équipe a été obligée de le garder. Ben écoute, tu sais pas si il prend de la testostérone. Exact. Parce que si tu prends de la testostérone, là, à peu près dans n'importe quelle compétition sportive, c'est considéré comme du dopage. Ben là, si c'est un soin d'affirmation de genre, est-ce que c'est traité de la même façon? C'est super flou parce que chaque ligue de chaque sport ne voit pas ça de la même façon. Fait que là, tu te ramasses avec un athlète qui serait considéré comme dopé, qui continue quand même de pratiquer dans l'équipe de filles, mais qui normalement aurait dû switcher de bord. Tu sais, si tu suis la logique, ça aurait dû être ça, mais ça n'a pas été le cas. Puis je l'ai vu aussi aux Jeux olympiques, tu sais, des athlètes non-binaires dans des équipes féminines. Tu sais, si tu es non-binaire, je veux dire, si tu suis la logique là, derrière l'idéologie de genre, tu devrais être dans une ligue de non-binaires, mais on les laisse quand même dans les... Oui, avec les hommes. Il n'y a absolument aucune règle qui devrait interdire à une fille de compétitionner avec les hommes. On a tous salué Manon Rhéaume quand elle a été garder les buts pour le Lightning de Tampa Bay, même si on sait que c'était un peu un stunt. Mais on voyait que c'était quand même assez exceptionnel ce qu'on voyait à l'époque. Il n'y a rien qui empêche une femme biologique ou quelqu'un qui tombe un peu entre les deux de compétitionner avec les hommes. Mais le calibre des femmes a toujours été protégé. On veut laisser les femmes entre elles parce qu'il y a un désavantage physique au niveau des sports. Puis, tu sais, il existe, là, on l'a vu dans les ligues de rugby aussi, là, je veux dire, au Canada, puis en Angleterre, là, tu sais, tu te ramasses des ligues de genre de filles de 25-26 ans, puis là, t'as l'homme de 50 ans qui se sent femme, qui se ramasse dans la même ligue, qui fait 6 pieds que, qui ramasse toutes les filles. Tu sais, je veux dire, OK, mais non, là, tu sais, tu perds des occasions là, de te démarquer. Il y a souvent des bourses d'études là, quand tu fais des. Ben, il y a beaucoup de bourses d'études. Écoute, le sport féminin aux États-Unis, on parle de scholarship aux États-Unis, le collégial. Sérieusement, c'est hallucinant l'argent qui se déploie. Moi, j'avais été à un moment donné en vacances à Tampa Bay. Il y avait un tournoi de volleyball dans un convention center. Ça coûtait 20$ pour rentrer. Il y avait des terrains de volleyball à n'en plus finir. Moi, ce que j'avais lu à l'époque, c'est que des tournois comme ceux-là rapportaient à l'organisation environ 1,5 million de dollars de profit pour l'organisation du tournoi de volleyball parce qu'il y avait des scouts dans les estrades, des scouts des universités féminines qui voulaient recruter les meilleures joueuses disponibles pour leur université. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est une game monétaire aussi, cette affaire-là. Il y a des femmes qui réussissent à aller étudier dans des universités prestigieuses en allant chercher ces scholarships-là, mais au travers d'elles, maintenant, ils doivent compétitionner contre des messieurs, là. Oui, c'est ça. Tu sais, la justice est où là-dedans? Puis, tu sais, je veux dire, c'est la même chose pour, tu sais, quand tu cherches des sponsors, là. Tu sais, pour les femmes, là, il y a une date de péremption, là, quand tu es une athlète féminine. Dès que tu tombes enceinte, là, il y a bien des chances que tu le perdes puis tu le retrouves plus, là. Puis même retourner faire ton sport, c'est très difficile. C'est un exploit, là. Oui, c'est un exploit. Puis là, tu vois des Dylan Mulvaney, qui est même pas sportif, là, qui finissent par avoir tous ces commanditaires-là pour des vêtements de sport, pour Nike, name it, là, tu sais, je veux dire, les autres. Puis, tu sais, ça n'a juste même pas de bon sens, là, que pourquoi ces personnes-là, ils ont comme un passe-droit pour avoir des commanditaires sportifs, mais une femme qui tombe enceinte va le perdre automatiquement. Tu sais, c'est surréel, là. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup, puis c'est même pas considéré. Il n'y a même pas de projet de loi, là, qui va éventuellement changer ça.
On est comme dans Sans un que personne veut toucher à ça. Puis on le savait quand on a commencé à parler de ces sujets-là. On les voyait, puis on voyait comment c'était phrasé. Puis on se disait, ça, c'est un cadeau empoisonné. Il n'y a pas personne qui va vouloir se mouiller. Puis aller là-dessus vraiment parce que toutes les phobes vont sortir, des Ouais. misogynes, transphobes, racistes, tout ça. Fait que c'est un champ de mine. Puis personne ne veut aller se mettre le pied là-dessus pour risquer d'exploser. Mais vous autres, vous osez le faire. Peut-être en terminant, comment les gens font pour vous retrouver? Puis si ils veulent rejoindre le réseau féministe québécois, donc il y a pas votre page Facebook qu'on voit à l'écran, mais est-ce que vous avez d'autres moyens est-ce qu'ils ont d'autres moyens pour vous contacter finalement? Il y a notre page Facebook, il y a notre compte Instagram aussi. Il y a notre site web aussi. Vous pouvez nous écrire, on répond assez rapidement. Si je peux me permettre, on est un organisme qui est 100% autofinancé, fait qu'on vit de dons, de membership, d'eau fraîche et de beaucoup de volonté. C'est ça, on est comme un peu les irréductibles québécoises qui militent pour les droits des femmes basés sur le sexe et non sur le genre. Fait que, s'il y a des gens qui ont envie de nous donner un coup de main, c'est la bienvenue, parce qu'on n'est pas les plus populaires dans le milieu québécois, mais on croit que c'est vraiment important, puis c'est un peu pour ça qu'on a créé notre organisme, parce qu'on trouvait que ça n'avait plus de bon sens, là. Je veux dire, de voir, on vient pas demander des nouveaux droits, on veut juste comme pas perdre ceux qu'on a acquis, là, puis c'est ça qui est en train de se passer. Ben, à bon entendeur et bonne entendeuse, je sais pas si ça se dit, mais ça a été dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres, puis au plaisir de se reparler. Merci à vous autres. Merci. Bye bye.